Alors, maintenant, l'image. Alors, l'image, en fait, l'image, on va dire, c'est la composante la plus importante. C'est vrai, bon, le texte, ça reste toujours très important parce qu'il apporte beaucoup, beaucoup d'informations très précises. On ne peut pas faire un cours sans écrire le texte pour les étudiants, ça c'est important. Mais l'image, donc, il apporte beaucoup, beaucoup d'informations assez rapidement à l'être humain. Mais également, on va voir également pour les machines. Alors, dans l'image, il y a deux catégories d'images. Donc, je vais parler de deux catégories qui sont importantes et il faut savoir la distinction. Il y a ce qu'on appelle les images bitmap et les images vectorielles. Donc, il y a deux catégories d'images, deux familles si vous voulez, bitmap et vectorielle. Alors, en fait, une image bitmap, c'est une image que généralement qui provient souvent de la nature, c'est-à-dire qui provient d'un appareil photo ou d'un scanner. Donc, quand vous scannez par exemple une photo naturelle, ou bien quand vous utilisez votre caméra, ou bien votre webcam, ou votre appareil photo, vous prenez des photos. Ben, tout simplement, en fait, quand vous allez les enregistrer au format numérique, donc c'est ce qu'on appelle les images bitmap. Alors en fait, c'est quoi une image bitmap? Techniquement parlant, une image bitmap, c'est une image qui est stockée sous forme d'une matrice de pixels. C'est-à-dire c'est une image contient un ensemble de points, ce qu'on appelle des pixels, et chaque pixel possède une couleur. Donc autrement dit, quand je vois par exemple cette photo que j'ai ici, en principe, si j'essaie un petit peu de regarder, un petit peu de zoomer, tout à l'heure je vais vous montrer à travers des outils, quand on va zoomer plusieurs fois, parce qu'il y a beaucoup de pixels dans l'image, ben finalement, on va voir que finalement, ça revient à une matrice, c'est-à-dire c'est un ensemble c'est une matrice qui a de la dimension, il y a la largeur et la hauteur, et chaque élément de la matrice, c'est un point, et chaque point possède une couleur, c'est ce qu'on appelle un pixel. Et bien sûr, quand on parle d'image bitmap, on parle, l'élément le plus important, c'est le pixel. Et après, justement, pour enregistrer ces données-là, donc il y a un certain nombre de caractéristiques, généralement, que vous devrez connaître, notamment dans une image bitmap. Il y a ce qu'on appelle d'abord la résolution. Parce que quand on a une image bitmap, la première des choses qu'il faut savoir, dans cette image, il y a combien de pixels? Il y a combien de pixels? Alors, ce qui fait que on va dire la définition ou bien la résolution, donc il est défini par la largeur fois la hauteur. Alors, par exemple, si je prends une image plein écran, par exemple de mon écran, l'écran que je suis en train de projeter, c'est un écran qui utilise une résolution de 1920 fois 1080. Donc ça c'est en largeur c'est 1920 pixels et en hauteur c'est 1080. Donc si je fais le petit calcul, donc je vais avoir à peu près 2 millions et quelques, 2 73 600 pixels. Donc on va dire tout simplement c'est 2 mégapixels. Alors ça c'est le terme que vous utilisez souvent, surtout quand vous achetez un smartphone par exemple, vous dites j'ai un appareil photo de 2 mégapixels ou bien 4 mégapixels ou bien 5 mégapixels ou encore 16 mégapixels, ça veut dire quoi? Si vous avez un appareil photo qui est capable de prendre des photos avec une résolution de par exemple 2 mégapixels, ça veut dire les photos que vous prenez contiennent généralement 2 millions de pixels, on va dire, hein, 2 millions de pixels. Et après, donc, maintenant, dans une image bitmap, on a besoin de connaître le nombre de pixels. Et après, bien sûr, maintenant, chaque pixel, parce qu'en fait, le pixel, c'est une couleur. Chaque pixel a une couleur. Et cette couleur, on a besoin de l'enregistrer. Et vous savez qu'en informatique, quand on enregistre une information, ben, on enregistre en format binaire. Il faut la digitaliser. Et justement, c'est pour cela que dans les caractéristiques de l'image, il faut définir ce qu'on appelle le codage de la couleur. Et quand on veut coder une couleur, quand on va l'enregistrer, on peut faire ce qu'on appelle un codage en 1 bit. Vous devrez savoir, un bit, ça veut dire soit 0, soit 1. Alors, si vous avez une image techniquement codée à 1 bit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette image-là ne peut contenir que deux couleurs, c'est-à-dire 2 puissance 1, deux couleurs, soit le blanc, soit le noir, ou bien, de toute façon, il y a deux couleurs, 1 bit. Alors, si vous avez une image codée sur 8 bits, ça veut dire que, techniquement parlant, c'est 2 puissance 8. C'est juste le terme. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 2 puissance 8, c'est-à-dire 256 couleurs. Alors, et dans ce cas-là, chaque pixel va occuper en mémoire un octet. Voilà, vous savez, 8 bits, c'est un octet. Et ça veut dire que, par exemple, si par exemple, si cette image que j'ai ici, si c'est-à-dire je la code, j'utilise un codage de 8 bits, ben, ça veut dire finalement, je vais avoir combien d'octets qui vont être utilisés en mémoire? Ben, c'est pratiquement
de 73 600, etc. octets. Donc, parce que chaque pixel occupe un octet. Mais généralement, 256 couleurs généralement ne sont pas suffisantes pour représenter des images naturelles. Donc il faut aller plus que ça. Donc on peut aller vers un codage 16 bits. Encore, le plus utilisé, c'est 24 bits. Alors 24 bits, c'est-à-dire 3 octets. Alors si quand vous avez une image bitmap avec une codée sur 24 bits, le terme 24 bits c'est important, ça veut dire que en fait dans cette image-là, on peut avoir jusqu'à 2 puissance 24. Et 2 puissance 24, ça veut dire 16 millions de couleurs. C'est-à-dire, d'ailleurs, les professionnels les appellent souvent, c'est une image à 16 millions de couleurs. Une image à 16 millions de couleurs, souvent c'est une image qui est codée sur 24 bits. Et dans ce cas-là, chaque octet va occuper, plutôt chaque pixel va occuper en mémoire 3 octets. Donc 24 bits, c'est 3 octets. Alors également, on peut utiliser le codage 32 bits, c'est-à-dire dans ce cas-là, donc vous aurez encore plus une large possibilité de coder d'autres couleurs. Mais généralement, 24 bits, c'est suffisant souvent pour représenter les couleurs naturelles, notamment quand vous avez des dégradés de couleurs qui sont très, très, très fins. Voilà, donc 32 bits, c'est-à-dire dans ce cas-là, chaque pixel va occuper 4 octets. Alors maintenant, si vous connaissez... si vous connaissez en fait la résolution, ça veut dire que vous connaissez le nombre de pixels dans l'image, etc. Il n'y a pas de problème. Au niveau de l'affichage de votre ordinateur, donc on affiche des pixels, mais quand vous allez faire l'impression, alors quand vous allez imprimer un document, souvent quand vous allez imprimer une image, ou bien quand vous allez imprimer, ou bien quand vous allez scanner. Quand vous utilisez un scanner pour scanner par exemple une photo papier, ou bien quand vous allez imprimer, il y a une information qui est très très importante, c'est on va dire c'est ce qu'on appelle la densité des pixels, ou bien ce qu'on appelle également la résolution. Alors cette densité-là, c'est-à-dire quoi? C'est le nombre de pixels par unité de longueur. Alors l'unité c'est dot per inch, ou en français c'est point par pouce. C'est-à-dire sur un pouce, bon, vous savez un pouce c'est une unité qui est très utilisée en graphisme. Un pouce c'est 2,54 cm. Bon, si vous oubliez, vous n'avez qu'à mesurer votre pouce, vous trouverez à peu près. C'est pas toujours la même chose pour tout le monde, mais en tout cas, donc un pouce c'est 2,54 cm. Donc ça c'est l'unité qui est utilisée. Et ben, du coup, donc la densité ou bien la résolution, c'est le nombre de pixels qu'on va trouver sur chaque pouce, sur chaque 2,54 cm, combien de pixels qu'on va trouver. Alors, ici, il y a des résolutions qui sont naturellement qui sont connues. Généralement, quand on affiche à l'écran, l'écran généralement est une résolution de 72 dpi, c'est-à-dire pointe par pouce. Généralement, c'est suffisante pour montrer une bonne qualité d'image. Mais par contre, il faut faire attention pour l'impression quand vous allez imprimer. Quand on imprime, généralement, pour avoir une bonne qualité de l'image en termes imprimés, ben, il faut utiliser une résolution généralement qui est supérieure à 300 dpi. C'est-à-dire il faut avoir minimum, sur un pouce, il faut avoir minimum 300 pixels. C'est à partir de là qu'on peut voir des images de qualité. Mais si vous voulez avoir également des images de très grande qualité, vous pouvez aller encore plus haut avec des résolutions de 600 dpi par exemple ou plus. Quand vous achetez un scanner, donc ça c'est très important, quand vous achetez un scanner, généralement, la question qu'il faut se poser toujours, c'est-à-dire ce scanner, il est capable de numériser l'image quelle est la résolution maximale. Après, donc les scanners à plat classique, vous trouverez qu'ils vous donnent des résolutions facilement à 600 dpi. Mais après, les scanners professionnels, généralement, par exemple, les scanners rotatifs, c'est des scanners qui peuvent aller jusqu'à des résolutions de 9000 dpi, c'est-à-dire sur chaque pouce, on peut prendre 9000 pixels. Et dans ce cas-là, surtout si quand on veut faire des affiches de grande dimension, quand vous voulez par exemple imprimer des documents, des affiches de très grande dimension pour la publicité, dans ce cas-là, les professionnels utilisent des résolutions qui sont vraiment grandes. D'ailleurs, on va faire tout à l'heure un petit calcul. Alors, après ces caractéristiques-là, il y a le mode de représentation de la couleur. Alors, généralement, il faut juste savoir que dans le domaine de la couleur, il y a deux synthèses de production des couleurs. Il y a ce qu'on appelle la synthèse additive et la synthèse soustractive. C'est-à-dire, il y a une technique qui consiste à additionner les couleurs, en quelque sorte,
il y a une autre technique, c'est-à-dire additionner les couleurs pour obtenir d'autres couleurs. Bon, les gens qui font généralement de la peinture et qui font l'imagerie, ils savent très bien que quand on mélange des couleurs, on peut obtenir d'autres couleurs. Et donc, il y a la synthèse additive et la synthèse soustractive. Donc, la synthèse soustractive, donc, qui consiste généralement à faire la soustraction des couleurs en quelque sorte. Et du coup, donc, les modèles, quand vous avez une image, il est très important de savoir votre image et les représenter dans votre ordinateur, c'est-à-dire en quel mode. Il y a le mode le plus pour l'affichage sur les ordinateurs et les écrans, les vidéoprojecteurs. On utilise tout ce qui est la projection, l'affichage, on utilise le modèle RGB ou bien RVB, rouge, vert, bleu. C'est-à-dire finalement, toutes les images qu'on affiche, donc vous avez trois intensités de lumière en quelque sorte. Il y a le rouge, le vert et le bleu. Et chaque couleur généralement, il est codé sur 8 bits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intensité de chaque couleur, il peut varier de 0 jusqu'à 255, c'est-à-dire il y a 256 valeurs. Et en fonction de la valeur du rouge, du vert et du bleu, on peut produire toutes les couleurs que vous voyez à l'écran maintenant. Tout ça, ce que vous voyez là, donc tout ce que vous voyez là, donc c'est-à-dire chaque pixel que vous voyez, il a trois composantes. Sa composante rouge, vert, bleu. Bon, c'est ça qui fait que on arrive à voir les images aux écrans. Alors après, il y a également, donc en fait, RGB, c'est un mode qui est codé sur 24 bits, c'est-à-dire 3 octets. Et après, il y a le modèle, et après, il y a le modèle, on va dire, la synthèse soustractive. Mais par contre, quand on fait de l'impression, quand on fait de l'impression, d'ailleurs, je l'ai oublié ici, donc je dois le mettre. Alors, c'est RVB. Alors, ici, RVB. Et après, le deuxième, c'est le modèle CMJN. C'est important pour l'impression. Alors, le modèle, est-ce que vous me recevez toujours? Donc, j'ai toujours besoin d'être assuré. Je n'ai pas un retour. Merci, merci bien. Alors, masquer, qu'est-ce que je dois masquer là? Alors, masquer les commentaires. Alors, comme je disais, donc dans la production de la couleur, d'une manière générale, donc nous avons en fait la synthèse additive qui utilise généralement la lumière, c'est le mode RVB. Et après, il y a la synthèse soustractive. Donc pour l'impression, par contre, on utilise le modèle CMJN. Le C, c'est le cyan, c'est le bleu ciel. Le M, c'est le magenta, presque c'est du rouge. Le jaune et le noir. Donc avec, généralement d'ailleurs, quand vous achetez une imprimante couleur, vous allez avoir deux cartouches. Il y a la cartouche couleur, dans laquelle vous trouverez généralement les trois composantes, le cyan, le magenta et le jaune. Donc ça c'est avec ces trois couleurs-là, ces trois couleurs de base, avec lesquelles on imprime toutes les couleurs que vous voyez à l'écran. Et après, sauf que quand vous prenez le cyan, le magenta, le jaune à 100%, vous les mélangez, vous pouvez obtenir du noir également, mais sauf que c'est un noir qui est synthétique, et c'est du moment que le noir, on l'utilise beaucoup d'une manière séparée, on ajoute une quatrième composante qui est le noir. Ce qui fait que vous avez une cartouche noire que vous utilisez rien que pour imprimer le noir, et la cartouche couleur pour imprimer les autres cartouches. Alors ça, c'est pour l'impression. Bon, après, par la suite, donc, mais dans la théorie, c'est-à-dire si vous prenez un outil, un logiciel comme Photoshop, par exemple, quand on veut faire la compression d'images, par exemple, quand on veut faire des filtres, quand on veut faire des choses sur les images, souvent on fait des transformations, on passe du modèle RVB vers d'autres modèles, par exemple YUV, dans lequel on sépare, d'ailleurs je vais en parler tout à l'heure, on sépare la lumière de ce qu'on appelle la luminosité et la chrominance, c'est-à-dire la lumière c'est à part, séparer la lumière de la couleur, donc pour des raisons de compression. Le modèle le plus pratique qui est utilisé par les outils, les gens qui font du Photoshop généralement, c'est TSL. Bon, TSL, c'est la teinte, saturation, luminosité. C'est-à-dire, on définit en fait la couleur avec la teinte, c'est la couleur. La teinte, c'est laquelle couleur que vous utilisez. La saturation, ça définit la clarté de la couleur. Par exemple, ça peut être par exemple, la teinte, ça peut être le rouge. Et la saturation, ça peut être du rouge clair vers le rouge foncé. Donc la saturation, c'est-à-dire ça définit la clarté donc, de la couleur, parce que dans un rouge, on peut aller du clair vers le foncé.
Et L, c'est la luminosité, c'est la lumière. Parce qu'en fait, la lumière, c'est quelque chose de très important qui donne, bien sûr, qui fait partie des informations sur la couleur. Alors, pour terminer ce slide-là, donc je vais juste faire un petit calcul. Alors, pour ceux qui n'aiment pas trop faire des calculs, donc je vous conseille de le faire, parce que c'est pas compliqué. C'est juste si je prends par exemple une image, vous prenez par exemple, tout à l'heure je vais parler de la vidéo, de la résolution. Alors, quand vous avez une image avec cette dimension-là, vous avez une image de dimension 3840 pixels x 2180 par exemple pixels. C'est en fait cette résolution, c'est ce qu'on appelle Ultra HD. Donc généralement c'est une très très bonne qualité de l'image, surtout ça c'est pour les vidéos. Si vous avez par exemple cette photo, c'est une photo avec cette résolution. Donc c'est-à-dire que si vous faites le calcul, vous allez trouver à peu près c'est 8 mégapixels, c'est 8 millions de pixels. Je fais le calcul. Donc ça veut dire que ce genre de photo-là, on peut la produire avec, je pense comme la majorité des smartphones actuels, ont quand même des résolutions, des caméras qui sont capables de prendre des photos de 8 mégapixels sans problème. Bah, il y en a d'autres qui généralement qui font pas ça, mais en tout cas, donc, ça c'est une information importante. Supposons, je m'intéresse à calculer la capacité de cette image. Donc j'ai 8 mégapixels, c'est-à-dire techniquement parlant, j'ai 8 millions de pixels dans l'image. Et après, l'image elle est codée sur 24 bits, c'est-à-dire j'utilise le mode par exemple RVB. 24 bits, ça veut dire que chaque pixel va occuper 3 octets en mémoire. Bon, c'est très simple maintenant, si je veux calculer la capacité de l'image, comme ça vous aurez une idée combien pèsent les images bitmap en mémoire. Ben, la capacité, ça va être quoi? C'est tout simplement c'est le nombre de pixels. C'est 3840 x 2160 multiplié par 3, parce que chaque pixel va occuper 3 octets. Si vous faites le calcul, vous allez obtenir à peu près voilà le nombre de pixels en octets. Et si vous faites si vous, alors si vous quand on va la convertir en kilooctets, on va diviser par 1024, on va voir c'est 8100 kilooctets. Et si vous la convertissez en mégaoctets, en divisant encore par 1024, vous allez obtenir à peu près 7,91 mégaoctets. Donc c'est juste dire, en fait, une image bitmap, ça pèse, ça prend de l'espace mémoire. Quand vous prenez une photo avec votre smartphone, avec une résolution de 8 mégapixels, bon, sachez que naturellement, il a besoin à peu près de 7 ou bien 8 mégaoctets en termes de stockage. Mais si on ne fait pas de la compression, donc c'est juste pour vous dire que quand on ne fait pas de la compression de l'image, généralement, ça prend beaucoup d'espace. Alors c'est la raison pour laquelle il y a des formats, qu'il faut utiliser donc, pour compresser l'image. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, si vous prenez cette image-là que vous voyez là, que vous avez scannée ou bien que vous avez pris par un appareil photo numérique, si vous voulez l'imprimer par exemple avec une résolution qui est correcte de 300 dpi, normalement, si vous faites un peu l'inverse, si vous prenez par exemple 8000, ça veut dire 840 pixels, si vous divisez par 300, parce que chaque pouce, normalement, chaque pouce, il y a 300 pixels. Donc, si vous divisez par 300, ça va vous donner 32,5 cm. Après, bon, il faut convertir le pouce en centimètres, bien sûr. Fois 18 cm. C'est-à-dire, finalement, là, une photo de Ultra HD comme ça que vous imprimez, bon, c'est à peu près, c'est presque à peu près c'est A4. Donc, c'est en fait format A4 avec une bonne qualité. Mais si vous souhaitez, par exemple, faire l'imprimer à une très grande qualité, par exemple, en format A3 ou bien A2, c'est-à-dire des grandes dimensions, bon, vous voyez que, en fait, c'est-à-dire avec cette résolution-là, c'est pas suffisant pour produire la bonne qualité. Donc, ça veut dire que vous avez besoin d'un appareil photo numérique qui est avec beaucoup de mégapixels pour finalement, pour pouvoir l'imprimer avec une taille qui est relativement plus grande. Donc ça, c'est juste un petit calcul. À mon avis, bon, mais même s'il y en a parmi vous ceux qui n'ont pas cette habitude de faire ces petits calculs, mais je pense que c'est pas compliqué, mais ça mérite quand même pour maîtriser les composantes multimédia. À un moment donné, il va falloir en fait avoir une idée. Donc en général, une image telle que celle-là, donc ça va occuper à peu près 8 mégaoctets. Alors ce qui fait que donc on va dire que les images bitmap prennent beaucoup d'espace mémoire. La deuxième caractéristique, c'est quand on va zoomer. Quand on va zoomer sur une image, quand on zoome plusieurs fois, ben, la résolution diminue. Donc quand on va zoomer,
on perd la qualité. Donc parfois, l'une des erreurs qu'on commet généralement, on prend parfois des images basse résolution, c'est-à-dire qui ne contiennent pas beaucoup de pixels, et on a envie de l'agrandir dans un écran. Et quand on l'agrandit, ben, tout simplement, on perd la qualité. C'est normal parce que dès que la résolution, c'est-à-dire atteint soit inférieure à 72 dpi, c'est-à-dire la résolution généralement d'affichage à l'écran, ben, on commence à voir les pixels qui deviennent des carrés. Donc je vais vous montrer tout à l'heure un phénomène comme ça. Et après, donc, les formats utilisés, donc les formats non compressés, c'est-à-dire le calcul que j'ai fait tout à l'heure, si vous enregistrez une image en format BMP, bitmap, BMP, eh ben, c'est tout simplement c'est du non compressé, c'est-à-dire on ne perd aucune information, on va la garder comme ça. Mais généralement, la majorité des images, pour qu'elles ne prennent pas beaucoup d'espace, ben, on va utiliser des algorithmes, en fait, des formats qui sont compressés, qui vont compresser en quelque sorte l'image. Alors, les plus connus, donc, est le JPEG, donc, que vous connaissez. En fait, le JPEG, c'est le format qui utilise généralement un codage de 24 bits, c'est-à-dire 16 millions de couleurs. C'est-à-dire, avec le JPEG, on peut avoir une très bonne qualité d'image, réduite en termes de taille, mais c'est-à-dire de 24 bits, c'est-à-dire 16 millions de couleurs. Donc, il y a le format PNG qui, lui, donc, est fait comme le JPEG, il donne une très bonne qualité d'image. Sauf que le PNG, il peut être codé sur aussi 32 bits, c'est-à-dire il va vous donner la possibilité d'avoir en fait les 4 couches au lieu de 3 couches. Il y a la couche rouge, vert, bleu. En fait, il y a une quatrième couche dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la couche alpha. Et cette couche alpha, généralement, elle est très importante quand vous voulez avoir ce qu'on appelle un fond transparent. Alors parfois, vous avez envie de créer une photo dans laquelle vous avez un personnage. Et cette photo-là, il a un fond qui est transparent. Un fond transparent, ça veut dire quoi? Si je prends la photo, je la mets sur ma diapositive ici, par exemple, ben, tout simplement, je ne vois pas le fond. Donc le fond, il devient transparent sur l'arrière-plan. Et si vous voulez faire ça, par exemple, avec PNG, on peut le faire. Mais par contre, avec le JPEG, on ne peut pas le faire donc, parce qu'en fait, c'est 24 bits, mais le PNG peut utiliser ce qu'on appelle la couche alpha, qui est très utile si on veut garder ce qu'on appelle la transparence, le fond transparent dans l'image. Alors, il y a également un format qui était très ancien, le GIF, qui était utilisé à l'époque, mais maintenant il n'est plus utilisé. Le GIF, lui, il utilise un codage 8 bits, c'est-à-dire dans une image format GIF, on ne dépasse pas de 156 couleurs. Donc, c'est-à-dire le GIF, on ne l'utilise que si vous avez une image qui ne contient pas beaucoup de couleurs. Bon, après, il y a d'autres formats comme le TIFF et le format Photoshop. Si vous travaillez avec un outil comme Photoshop, le format c'est PSD, c'est Photoshop Document. Et justement, les algorithmes JPEG, PNG, c'est en fait des algorithmes qui font de la compression. Alors en fait, c'est quoi la compression? La compression, l'idée de la compression de l'information, c'est en fait c'est produire le même contenu avec moins d'informations. En fait, je donne toujours un exemple. Vous savez, quand vous voulez voyager, bientôt, bon, on est déjà le mois de juillet. Enfin, on n'est pas encore le mois de juillet, mais on le voit déjà. Quand vous allez faire votre valise pour voyager, bon, ça vous arrive parfois, vous essayez de mettre le maximum de choses dans votre valise. Et si vous savez bien ordonner un peu, à bien ranger vos éléments comme il faut, vous allez réussir à mettre un maximum de choses dans votre valise. Mais quelqu'un d'autre qui ne le fait pas, et bien, tout simplement, il va mettre les choses n'importe comment. Et bien, tout simplement, dans la même valise, il ne peut pas mettre le même contenu. Donc, ce qui fait que, techniquement parlant, c'est que il est toujours possible de produire le même contenu, mais avec moins d'informations. Alors, c'est l'idée principale, c'est pour cela que dans la compression de données, il faut parler de deux types de compression. Il y a ce qu'on appelle la compression avec perte et la compression sans perte. En fait, la compression sans perte, ça veut dire qu'on va compresser l'image, mais on ne va perdre aucune information. On ne va transformer aucune couleur, on ne va pas toucher la lumière, on ne va rien toucher. Donc, on va juste essayer de voir, par exemple, les pixels qui se répètent, qui ont la même couleur. J'ai par exemple une partie dans laquelle j'ai 50 pixels qui sont adjacents, qui sont côte à côte, si vous voulez. Et si tous ces pixels-là, j'ai 50 pixels qui ont la même couleur,
C'est-à-dire, techniquement parlant, quand je vais enregistrer les pixels, je n'ai pas besoin d'enregistrer les 50 pixels parce qu'il s'agit de la même information. Ben, il suffit d'enregistrer comme quoi j'ai un pixel vert et qui se répète 50 fois. Donc, vous voyez, donc, le fait de faire ça, c'est comme si, par exemple, les gens qui font les mathématiques, c'est quand on vous dit de simplifier une équation. Donc, vous avez beaucoup de choses et quand vous voulez la simplifier, vous faites factoriser des trucs comme ça pour réduire, bien sûr, la taille de l'équation. C'est la même chose. Donc, la compression avec perte, c'est chercher ce qu'on appelle des motifs de répétition, des informations qui sont répétées, les mêmes pixels qui ont les mêmes couleurs. On va essayer donc, pour ne pas les enregistrer plusieurs fois, on va les enregistrer une seule fois. Et après, on va dire ce pixel-là se répète combien de fois. Donc c'est ça l'idée principale. Alors sauf que quand vous avez une image qui contient beaucoup de couleurs, généralement avec la compression sans perte, il est très difficile de réduire la capacité de l'image. Donc on a besoin de faire souvent des algorithmes avec perte, comme par exemple JPEG. Bon, JPEG, PNG, c'est des algorithmes qui font de la compression avec perte. Alors, ça veut dire quoi avec perte? C'est-à-dire, quand on va compresser l'image, on perd quelques informations de l'image. Bon, mais en fait, c'est comme si l'idée principale, c'est quoi? C'est comme si vous avez ici un bleu. J'ai ici un pixel bleu à 100%, et juste à côté, j'ai un bleu, par exemple, à 99%. Généralement, à l'œil humain, on ne fait pas la différence entre un pixel, un bleu 100% et 99%, on ne fera jamais la différence. Mais pour le digital, ce sont deux valeurs différentes parce qu'il ne s'agit pas de la même couleur. Alors, qu'est-ce qu'il fait JPEG? Ben, tout simplement, quand il voit par exemple, il y a des pixels qui sont adjacents et qui ont des couleurs qui sont les mêmes, c'est-à-dire ils ont des couleurs approchées, ben, tout simplement, il va simplifier, il va dire, voilà, il prend par exemple les pixels qui ont la même couleur, il va leur affecter la moyenne, c'est-à-dire il va prendre la valeur de l'ensemble des pixels, il fait une moyenne et après il va leur attribuer la même couleur. Et quand il leur attribue la même couleur, ça veut dire qu'il y a des pixels qui vont se répéter. Et quand ils se répètent, on va les simplifier comme on le fait avec la compression sans perte. Donc ça, c'est juste pour les gens qui veulent savoir un petit peu le principe, donc sans rentrer dans les détails. Alors, une autre chose, c'est que quand on change les dimensions d'une image, là, il faut faire attention pour ces mauvaises pratiques. Il faut toujours, pour ne pas déformer l'image, il faut garder les proportions entre la largeur et la hauteur pour éviter de déformer l'image. Alors, par exemple, ici, bon, je vais juste sur PowerPoint, vous le faites souvent. J'ai une image que j'ai ici. Ben, cette image-là, alors si j'essaie de l'agrandir comme ça, alors là, je suis en train de la déformer. Parce que en essayant d'agrandir que la hauteur et non pas la largeur, c'est que vous ne gardez pas les proportions entre la largeur et la hauteur. C'est pour cela que dans les bonnes pratiques, par exemple sur PowerPoint, vous prenez le coin, on va tirer toujours sur le coin de l'image, et quand vous faites comme ça, vous voyez, donc on va agrandir l'image, mais en même temps, on garde les proportions. Et quand on garde les proportions, on ne déforme pas l'image. Donc, en fait, le rapport entre la largeur et la hauteur, ou bien les proportions entre la largeur et la hauteur, généralement, il faudrait les garder au niveau de l'image. Alors maintenant, pour les logiciels de traitement des images, donc principalement les outils, bon, bah, les outils les plus connus en fait, par tout le monde, c'est Photoshop, Adobe Photoshop. Bon, Adobe, en fait, Adobe, c'est l'éditeur. Donc Photoshop, c'est un logiciel qui est, bien sûr, enfin, le meilleur logiciel dans ce domaine pour traiter les images bitmap. Mais sauf que c'est un logiciel qui demande une licence. Mais quand même, il faut savoir que dans nos établissements, parfois, il y a quand même des budgets qui sont investis dans des choses parfois pas très utiles, on va dire, ça arrive. Mais c'est pour cela que dans cette présentation, même si parfois il y a des logiciels qui demandent une licence, donc il faut quand même les connaître. Parce que si l'occasion se présente pour vous, par exemple dans le cadre d'un projet ou bien là où vous avez besoin d'acheter des logiciels, bah, j'estime par exemple un outil comme Photoshop, les écoles ou bien les établissements doivent acheter la licence. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait avoir en tant qu'enseignant. Mais sinon, donc parfois vous n'êtes pas obligé d'avoir Photoshop, parfois un simple Paint Windows, bon ça c'est ce que j'utilise souvent
Paint, ce Paint là que vous voyez là, ben, c'est un petit programme qui parfois qui fait l'affaire pour faire des petites modifications sur l'image ou bien si vous voulez enregistrer l'image. Donc je vais l'utiliser d'ailleurs tout à l'heure. Encore, si vous cherchez un outil gratuit qui est équivalent à Photoshop, mais en même temps en ligne, c'est encore mieux. Je vous conseille d'utiliser un outil qui s'appelle Photopea. Alors Photopea, donc c'est un logiciel que vous trouvez dans cette adresse-là. C'est presque Photoshop, mais en ligne. C'est vraiment très efficace, c'est largement suffisant. Alors je vais vous montrer juste ici. Je crois que dans le slide suivant, je l'ai intégré dans le slide et il va s'afficher tout de suite, il est là. Voilà. Alors Photopea, donc c'est voilà, donc je vais ouvrir juste un fichier. Bon, je suis dans le téléchargement, je vais prendre une image quelconque. Je prends cette image par exemple, vous voyez. Alors vous voyez, donc ça c'est une photo, bitmap. Alors sauf que comme c'est un outil en ligne, ben, vous voyez à droite, il y a de la publicité qui s'affiche, parce que c'est gratuit. Ben, quand c'est gratuit, donc il faut quand même supporter des trucs de publicité. Donc, alors, donc ici, par exemple, je prends, vous voyez, donc tous les outils Photoshop que vous les avez en ligne. Je peux zoomer par exemple, d'ailleurs ici. Si je suis un peu curieux, je veux voir cette petite fenêtre là, est-ce que je peux, voilà, vous voyez, donc vous pouvez zoomer, je zoome. Et regardez, quand, voyez, voilà. Et je zoome, et quand la résolution, vous voyez, donc quand vous zoomez trop, vous commencez à voir les pixels, plutôt les pixels deviennent des carrés. C'est ce qu'on appelle les défauts de pixelisation. C'est-à-dire maintenant, même si vous zoomez, il n'y a plus d'informations à montrer. Vous voyez donc votre pixel, finalement, là c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que mon image finalement, c'est une matrice. Ben, chaque élément de la matrice, c'est quoi? C'est un pixel qui est une couleur ici. Alors je fais également zoom comme ça. Encore, vous utilisez votre souris. Donc voilà. Alors bien sûr, comme l'objectif, ce n'est pas de travailler, de faire une formation sur cet outil-là, mais je vous conseille vivement, donc si vous n'avez pas un outil comme Photoshop en licence, vous pouvez, alors vous pouvez toujours aller vers ce site-là et vous trouverez donc, ce logiciel. Moi, je l'utilise souvent, il est très pratique. J'en fais pratiquement, même ceux qui ont l'habitude de travailler avec Photoshop, c'est les mêmes raccourcis, c'est les mêmes outils, c'est les mêmes techniques. C'est parfait. Alors ça, c'est pour les images bitmap. Alors maintenant, il ne faut pas oublier que dans le domaine des images, il y a les images bitmap et les images vectorielles. Alors les images vectorielles, donc c'est en fait quoi? Quand vous voyez par exemple ce dessin que vous voyez là, ce dessin, alors ce dessin que vous voyez là, en fait c'est un dessin que j'ai dessiné avec Photoshop, les outils classiques, vous savez, avec Photoshop. C'est pas Photoshop, hein, je corrige, avec PowerPoint. Vous faites des cercles, des petites lignes, des trucs comme ça, bon, des outils. Alors quand je fais ce dessin-là, en réalité, donc pour enregistrer ce fichier-là, je n'ai pas besoin d'enregistrer tous les pixels de l'image. Mais par contre, je vais enregistrer que les formes ou bien les fonctions qui m'ont permis de dessiner l'image. Par exemple, je vais dire que cette image contient un cercle de centre tel et de rayon tel. J'ai encore un autre petit cercle, j'ai une ligne, j'ai que des fonctions graphiques. Donc on peut dire qu'une image vectorielle, c'est quoi? C'est des dessins. Généralement, l'image vectorielle ne provient pas de la nature, elle ne va pas provenir d'un scanner. Parce que tout ce qui vient de la photo, de l'appareil photo et tout ce qui vient du scanner, c'est bitmap. On en a parlé. Alors par contre, parfois, on peut dessiner beaucoup de choses qui sont très intéressantes. En utilisant des outils de dessin. Par exemple, parmi les outils qui sont très courants, c'est Illustrator, Adobe Illustrator. Donc, c'est l'un des logiciels qui sont spécialisés dans le dessin vectoriel. Avec Illustrator, vous pouvez produire des formes très intéressantes facilement avec des outils qui permettent de créer, par exemple, des logos, des formes, etc. Et donc, justement, dans une image vectorielle, on garde que c'est-à-dire les fonctions. On n'enregistre pas les pixels, mais on enregistre que les fonctions qui permettent de dessiner l'image. Par exemple, line, rectangle, cercle, courbe, etc. Et du coup, donc, ça prend beaucoup moins d'espace mémoire. Une image vectorielle, c'est vraiment de très grandes dimensions. D'ailleurs,
quand on fait de la publicité, notamment ceux qui font de la publicité, notamment souvent quand on fait des affiches qui sont très grandes, on va plutôt utiliser Illustrator et non pas Photoshop. On va utiliser Photoshop c'est pour préparer les images, c'est-à-dire tout ce qui est les images bitmap. Mais quand on veut avoir l'affiche, là où il y a le texte, il y a beaucoup d'images avec des formes, etc., ben, généralement c'est Illustrator ce qu'on fait. Donc, ce qui fait que c'est des fichiers qui prennent beaucoup moins d'espace mémoire par rapport aux images bitmap. Et en même temps, dans une image vectorielle, on peut zoomer autant de fois que vous voulez, mais on ne perd jamais la qualité. Donc, c'est ça la particularité des images vectorielles. Donc, c'est très intéressant, notamment. Mais bien sûr, avec une image vectorielle, je ne peux pas produire une personne ou bien un visage. C'est impossible. Donc, le visage ne peut provenir, ou bien tout ce qui est naturel, il ne peut provenir que des scanners et bien sûr provenir des scanners et des appareils photo, etc., des caméras. Alors, donc, il y a les formats. Donc en quelque sorte, Illustrator, c'est des fichiers .ai, Illustrator. Mais il y a un format qui est très, très important que vous devrez connaître. C'est le format SVG. En fait, SVG, c'est Scalable Vector Graphics. C'est SVG, en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de format XML. XML, c'est juste XML, c'est écrire avec des balises. On peut écrire des documents structurés, mais il se trouve que l'une des applications les plus importantes de XML, il y a SVG. Donc, c'est-à-dire dans un document SVG texte, c'est du texte. Par exemple, comme vous voyez ici, c'est un document SVG dans lequel, qu'est-ce que j'ai écrit tout simplement? Il suffit d'écrire SVG et vous dites, j'ai un rectangle de coordonnées X égale à 20, Y égale à 20, la largeur égale 100, la hauteur égale 50, fill, c'est-à-dire la couleur de remplissage, que vous voyez ici, donc c'est le jaune, le jaune, et le stroke, c'est-à-dire le contour. Hein, tout ce qui est contour, c'est le bleu. Donc vous voyez donc rien que dans n'importe, par exemple, ceux qui font du HTML, par exemple, ou qui font du web, dans une page HTML, quand vous écrivez un document comme ça, vous arriverez à dessiner un rectangle vectoriel. C'est-à-dire je peux zoomer, et je ne perds pas la qualité. Alors la même chose ici, donc j'ai un cercle avec les coordonnées du centre, c'est X, c'est 200, le Y du centre, c'est 20, avec un rayon de 20. Vous voyez donc je le positionne dans le même point ici, c'est-à-dire dans le même point 20-20, et je vais toujours le remplir avec le jaune. Mais vous voyez donc le jaune, je peux jouer sur l'opacité, parce que si j'utilise normalement ce cercle-là, il devrait me cacher un peu ce qui se passe derrière. Si je fais fill opacité, donc c'est-à-dire c'est la transparence. La transparence, il est à 50%, c'est-à-dire je peux commencer à voir ce qui est derrière. Donc c'est pour cela qu'on voit d'ailleurs ici en partie ce qu'on voit ici. Voilà, donc la couleur c'est le vert. Et le width, c'est-à-dire stroke width, c'est-à-dire l'épaisseur du contour, égale à 3. Voilà. Donc vous voyez, donc, je peux bien faire appel je peux faire appel à Illustrator pour dessiner facilement avec ma souris ce rectangle et ce cercle. Et quand je fais enregistrer sous, à partir de Illustrator, je peux l'enregistrer soit sous format AI, Illustrator, comme je peux l'enregistrer en format SVG. Et quand je l'enregistre en format SVG, je vais obtenir quelque chose comme ça. Ben, du coup, donc, je n'ai pas forcément besoin d'écrire ce code SVG. Il y a des outils qui vous permettent ce qu'on appelle les outils qu'on appelle WYSIWYG. What you see is what you get. C'est-à-dire, finalement, comme Photoshop ou Illustrator, bon, tout ce que vous voyez, c'est ce que vous allez obtenir. C'est-à-dire, vous n'obtenez que ce que vous dessinez. Mais généralement, quand vous dessinez avec un outil, le format, par exemple SVG, bon, il est généré par l'outil lui-même. Donc, on n'a pas forcément besoin. Pardon. Donc, on n'a pas besoin. Donc, on n'a pas besoin forcément donc d'écrire ce code-là, mais c'est un format qu'il faut connaître parce que parfois, vous allez voir que rien qu'avec, si on connaît un peu de SVG, on connaît un peu la syntaxe, etc., avec ça, on peut produire, surtout quand vous voulez intégrer des animations vectorielles dans des pages web ou bien vous voulez faire des logos animés, des choses comme ça. Bah, si j'ai un petit peu quelques petites connaissances que ça ne demande pas, je pense, à mon avis, c'est quelque chose, on peut facilement former toutes les disciplines à écrire des documents XML et des documents SVG facilement. Et avec ça, on peut produire parfois des choses intéressantes. D'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure, ça, on va par exemple comment créer une petite animation
dans une page web en utilisant par exemple rien que SVG directement. Alors l'autre format c'est WMF, Windows Metafile. Bon, ça c'est un format Microsoft parce qu'en fait il se trouve que généralement Microsoft il a toujours son propre format propriétaire généralement. Par exemple les clip arts, pour ceux qui travaillent avec Word, quand vous insérez ce qu'on appelle les clip arts, c'est-à-dire les petits dessins que vous dessinez, ben, c'est des documents format vectoriel. Et d'ailleurs, vous allez voir que quand vous pouvez les agrandir autant de fois, vous ne perdez pas la qualité et ça prenne moins d'espace. Et tout simplement parce qu'ils sont en format WMF, Windows Metafile. Alors voilà ce qui concerne l'image. Alors maintenant, il me reste encore trois choses. Il y a le son numérique et la vidéo. Bon, l'animation, il n'y a pas beaucoup de choses à voir, donc on va voir. Donc,